Incroyable. Bonjour à tous, chers lecteurs de Marianne, chers internautes qui passaient par là. On se retrouve ce mardi pour un épisode des Rencontres de Marianne exceptionnel avec Emmanuel Todd, que je reçois avec Franck de Dieu. Emmanuel Todd, comment ça va? Hein? Comment tu vas? Bah là, je suis content de vous voir, ça me fait de la visite, mais honnêtement, pour parler franchement, le Covid, j'en peux plus, hein. Ouais, Ah, je veux dire, la vie, la, la vérité, c'est que comme tout le monde, le Covid m'a fait comprendre la réalité de ma propre vie. Et ouais, moi, c'est-à-dire? ma vie, c'est juste lire des livres et éventuellement écrire les matins, en commençant très tôt, et ensuite aller bouffer une pizza, Ouais, un steak frites au resto, éventuellement avec des copains. Et là, amputation de steak frites et de pizza, c'est l'enfer. c'est l'enfer. C'est-à-dire, en fait, je vois ce qu'est la vie d'un chercheur enfermé, ou plutôt dont l'enfermement apparaît tel qu'il est. C'est affreux. En fait, Bah, j'ai ça, du mal. c'était pas le seul. Et d'ailleurs, Ah c'est non, je veux dire chacun sa merde, hein. Je veux dire, chacun sa merde, mais justement, on te reçoit aujourd'hui oui, pour un interview exceptionnel que tu donnes dans notre enquête qui est encore en oui, kiosque, qui s'appelle Enquête sur l'état de nos enfants. Et oui, après plusieurs enquêtes auprès de psychiatres et de spécialistes oui, de l'enfance, on parle à un démographe, à savoir toi. Et tu oui, nous expliques qu'il faudra rembourser les jeunes pour leurs sacrifices. En fait, tu parles d'une sorte de deal intergénérationnel. Le temps de la crise, les jeunes doivent payer pour la sauvegarde de leurs aînés. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais ensuite, la société doit s'engager à conduire une politique économique qui leur soit enfin favorable. Alors, je te laisse nous expliquer. Qu'est-ce que ça Ah, serait en que fait, intergénérationnel? c'était vraiment, quand je discutais avec Franck de Dieu, qui a fait l'entretien, le problème, pour moi, c'était comment échapper à une sorte de double contrainte morale insoluble. C'est-à-dire l'idée, on va pas, c'est une épidémie qui a une structure très particulière du point de vue démographique. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des gens qui décèdent est de 81 ans. Hmm. La moyenne d'âge des gens qui sont en réanimation, c'est 68 ans, ce qui me fait chaud au cœur puisque j'ai 69 ans. Euh, et donc, on a arrêté la société. Alors, il y a quelques cas plus jeunes, et je ne suis pas en train de dire que c'est super marrant d'attraper le Covid quand on est jeune. Et quand même, les sociétés avancées, ou beaucoup de sociétés d'ailleurs au-delà, euh, se sont arrêtées pour sauver deux tranches d'âge. Je dis bien deux tranches d'âge, parce que pour moi, le troisième et le quatrième âge, c'est pas pareil, il y a eu une ambiguïté là-dessus. Alors, justement, quelle est la différence entre ces deux tranches? Comment? Quelle est la différence entre ces deux tranches, C'est au point de vue de le, la crise? La différence, c'est que les gens qui meurent à tout coup du Covid, qu'on ne peut pas envoyer en réanimation, qui sont très très vieux, c'est une catégorie particulière de très grande fragilité et qui, paradoxalement, euh, a aussi beaucoup à redouter de l'enfermement absolu. Parce que quand on a 85 ans, par exemple, et quand on vous dit, ah, bah avec le Covid, on va résoudre le problème, on va vous enfermer 3 ans, hein, euh, vu l'espérance de vie qu'on a à 85 ans, se faire enfermer 3 ans, je veux dire, c'est juste pas possible. Et très souvent, on constate en fait que les gens très très vieux sont assez relax face à l'épidémie parce que en fait, ça sert à rien de travailler pour l'éternité, si on peut dire. Par Mhm. contre, les gens qui ont, mettons, de 60 à 75 ans, qui sont, c'est ce qu'on appelle le troisième âge, pas le quatrième, eux peuvent envisager un arrêt de la société, un enfermement, qui leur est pas trop pénible d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas d'enfants à charge et de choses comme ça, parce qu'ils peuvent le plus souvent être à la retraite, et qui ont fait quand même beaucoup à préserver par l'arrêt de l'épidémie. C'est-à-dire parce que leur espérance de vie théorique reste considérable. Donc je pense que la catégorie de vieux est réductrice et simplificatrice. Mais au-delà de ça, le problème, c'est ce qu'on fait aux jeunes. C'est-à-dire, je veux dire, et moi, honnêtement, la chose qui me fend le cœur, qui me rend vraiment fou, en fait, c'est ce qu'on fait aux étudiants de première année. Je le dis rapidement en une phrase dans l'entretien, mais enfin, vraiment, quand j'y pense, je veux dire,
quand on sait ce que c'est qu'être étudiant en première année, je me souviens encore de ce que c'était comme transition, etc., le fait d'être enfermé chez soi sans cours, etc., pour moi, c'est un acte criminel, en fait. Vraiment. Alors, le problème, c'est que on est complètement coincé, parce que c'est comme si on était confronté à deux crimes. Donc, je dis que dans l'entretien, ce que je dis, c'est que pour sortir de cette impossibilité morale, bah, il faut adopter une perspective de plus longue durée. Et la perspective de plus longue durée, c'est d'abord de constater que dans les 40 dernières années, tous les choix économiques ont déjà été faits contre les jeunes. Alors, Emmanuel, oui. est-ce qu'on peut les passer en revue rapidement, ces grands choix économiques depuis 40 ans qui ont été faits contre les jeunes, et j'ai envie de te dire, au bénéfice des vieux ou pas? De fait, hein, je veux dire, quand on choisit, voilà, et, oui, de fait, bien sûr, les vieux. Donc le libre-échange, d'abord, il y a une sorte de définition de l'idéologie libre-échangiste, alors même que les économistes savent très bien, grâce à ce théorème de Heckscher-Ohlin, qui est l'un des rares, toi tu as ajouté Samuelson, parce que tu es plus cultivé que moi en économie, c'est bien, et que dans un pays donné, le facteur de production relativement, par rapport aux autres, le plus abondant, est avantagé, et le plus rare est désavantagé. Donc le facteur de production relativement rare à l'échelle mondiale, pour nous, c'est les jeunes. C'est les jeunes et c'est le travail, en fait. Et le facteur abondant par rapport au reste du monde, c'est le capital. Mais le capital, c'est les vieux. Et la possession effective du capital, en fait, c'est justement ces 60-75 ans. C'est là que la distinction, en fait, c'est à propos de la possession du capital que la distinction entre le troisième âge et le quatrième âge est importante. Nominalement, les gens du quatrième âge possèdent du capital, évidemment, mais disons qu'ils ne sont pas en état d'en tirer de la puissance et de la jouissance. Alors que les gens qui contrôlent le capital sont les gens qui ont besoin de places en service de réanimation. Quand même, je suis désolé, je fais une analyse cruelle. Mais je suis d'accord, et d'ailleurs je suis extrêmement motivé, moi-même ayant 69 ans, pour qu'on sauve les gens du troisième âge. Je suis très motivé, à titre personnel. Mais c'est juste pas possible. Alors, donc oui, je veux dire, j'ai parlé du libre-échange, mais le choix d'une monnaie forte, l'euro. Monnaie forte en général, et l'euro en particulier, qui est comme une sorte de monnaie forte hystérique, en fait. On empêche l'inflation, mais l'inflation, c'est ce qui permet aux jeunes de s'endetter, c'est ce qui permet aux jeunes d'acheter à crédit, c'est ce qui permet aux jeunes d'entrer dans la vie. Donc, on pourrait énumérer, mais de toute façon, quand on regarde l'évolution des revenus relatifs des vieux et des jeunes dans les 30 dernières années, on voit bien que l'un des phénomènes fondamentaux, c'est la façon dont le revenu relatif des vieux a dépassé celui des actifs. Alors, comme ce n'est pas soutenable dans la durée, les projections qui étaient faites à la veille du Covid disaient que vers 2025, le revenu moyen des gens, des retraités, allait passer quand même au-dessous des actifs. C'est-à-dire que si on désavantage sans arrêt les gens qui travaillent, les gens qui sont à la retraite finissent par morfler. Il n'y a pas de problème. Mais ces choix étaient, je veux dire, très, très évidents. Et les jeunes, l'une des choses qui est tout à fait extraordinaire pour ma génération, c'est de voir les jeunes faire de nécessité vertu. C'est-à-dire, on crache sur l'automobile, mais de toute façon, les gens qui s'achètent des automobiles neuves ont plus de 50 ans, on s'extasie sur le vélo, mauvaise fortune, mon cœur. Je ne sais pas comment dire, il y a une sorte de... Ce que je vois, c'est une sorte de contraction. Je le dis même dans mon dernier bouquin, je crois, les luttes de classe en France au XXIe siècle, même le niveau de vie des polytechniciens a relativement abaissé. Vous voyez, il y a des gens qui sont mieux protégés, mais un polytechnicien de ma génération et des générations d'avant pouvait se faire une vie de bourgeois confortable en faisant de la recherche. Maintenant, s'il ne va pas boursicoter
et avoir des activités financières totalement débilitantes sur le plan intellectuel, il est menacé de régression sociale. Vous voyez, Ça t'appelle la plèbe d'en haut. la plèbe en haut, tout à fait. Donc ça c'est les 40 dernières années, en fait. Et le Covid est venu taper sur cette société où les chercheurs, les démographes en particulier, s'inquiétaient déjà des conditions défavorables qu'on fait aux jeunes et qui expliquaient d'ailleurs le début de baisse de la fécondité qu'on observait aux États-Unis et en France, avant le Covid. Après, on va voir. Hein. Voilà. Et donc, ces jeunes qui étaient défavorisés, avec des boulots, des entrées sur le marché du travail de plus en plus difficiles, alors là, on pourrait dire cerise sur le gâteau, le Covid enfermé. C'est quand même, si on voit les choses dans la longue durée historique, c'est quand même tout à fait stupéfiant ce qui a été fait ou ce qui est en train d'être fait aux jeunes. Donc, on a une sorte de crime social. Mais évidemment, si on dit ça, comment dire, les gens âgés sont aussi des êtres humains, je le garantis. Et donc, on est pris dans un dilemme, je veux dire, avec le Covid. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, ah ben non, les vieux ont été tellement favorisés jusqu'à présent qu'on ne va pas en plus arrêter la société, on ne va pas en plus les laisser crever. Et donc, mais si on a en tête ce qui s'est passé ces 40 dernières années, on se dit qu'il y a la possibilité, je veux dire, d'inverser la tendance. Et si les générations au pouvoir, c'est-à-dire en fait, je dirais les 60-70 ans, pour être concret, même si ça n'est pas les figures qui apparaissent, s'engageaient à travailler après la crise à la mise en place d'un système économique et social favorable aux jeunes, on sort du dilemme. Et donc, c'est ce que j'appelle un deal intergénérationnel. Mais de mon point de vue, il ne s'agit pas de donner des chèques aux jeunes. Justement, on n'en a pas beaucoup parlé, Emmanuel, du contenu de ce deal intergénérationnel. En quelques mots, on sait que, par exemple, il faudrait créer de l'inflation, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une taxe qui soit spéciale pour ceux qui ont des capitaux plus importants? Aujourd'hui, on voit que ce thème-là, il est sur le devant de la scène. Est-ce qu'on peut imaginer même ce dont tu parlais, une GI Bill, peut-être en dire deux mots sur ce que c'est, mais que ça se reproduise très concrètement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème après de différence de classe d'âge, de discrimination, où les vieux, parce qu'ils sont vieux, seraient amenés à davantage financer l'effort national? Alors, ça, je suis d'accord, et je vais te dire ensuite à quel point je suis d'accord. Mais ce n'est pas juste ça que j'ai en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas un transfert de sources à un moment donné, ce n'est pas, je dirais, un transfert fiscal, c'est simplement, ce que je veux, c'est une réorganisation des conditions d'accès au marché du travail. Donc, ça demande la sortie d'une monnaie qui paralyse l'activité et la décision économique, ça une sortie du libre-échange qui place les jeunes en situation défavorable sur le marché mondial. C'est plutôt ça que j'ai en tête. Mais maintenant, pour ce que tu viens d'évoquer, bien sûr, et d'ailleurs, il y a un truc très drôle, c'est quand on nous dit, oui, quand on dit il faut sauver les vieux. Effectivement, il faut les sauver. Et on nous dit, la vie n'a pas de prix. Hein? Très bien, la vie n'a pas de prix. Alors on taxe. Hein? C'est-à-dire, effectivement, si on veut sauver les vieux, eh ben, on peut les taxer à mort, mais pas n'importe quel vieux. C'est le deuxième piège. C'est-à-dire que ce qu'on voyait aussi à l'époque où j'écrivais les luttes de classe en France au XXIe siècle, c'est la. Voilà le portable. Oui, mais je l'ai éloigné, j'ai mis au loin. C'est la scission du groupe des personnes âgées. Il faut quand même distinguer entre les tout petits retraités qui n'ont déjà pas assez pour vivre et les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, je ne sais pas, je serais assez tenté de fixer une limite juste au-dessus du niveau de ma propre retraite, que je vous épargne. Mais, voilà. Mais effectivement, si la vie n'a pas de prix et si la priorité, c'est de sauver les personnes âgées, c'est évidemment, je dirais, l'occasion d'une taxe absolument massive sur les revenus des personnes âgées riches.
Par exemple, Christine Lagarde vient de dire qu'on ne peut pas rembourser la dette, qu'on ne peut pas annuler la dette. Très bien, taxons-la. Si on peut pas rembourser si on peut pas si on peut pas annuler la dette, qu'elle participe à hauteur de ses revenus au remboursement. Vous voyez, je suis d'accord, bien sûr. Mais pour moi, l'essentiel, c'est créer un marché du travail qui permette aux jeunes d'entrer dans la vie active. Parce que je trouve qu'il n'y a rien. Je vois réapparaître des choses aujourd'hui, je ne sais pas si c'était dans l'IB, sur le revenu universel. Oui, c'est dans l'IB. Voilà, je suis très hostile à ça. C'est-à-dire, je comprends que Benoît Hamon, qui a mené une vie d'apparatchik et qui n'a jamais travaillé de sa vie, voudrait que tous les jeunes ou tous les gens bénéficient des mêmes conditions d'existence que lui. Mais ça n'est pas possible, en fait. Il y a une sorte de mentalité qui est en train de s'installer en France, et ça, c'est aussi lié à la réaction du gouvernement à cette crise du Covid. C'est une sorte de mentalité redistributionniste en toute chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on est dans un monde de grandes injustices, et d'injustices qui se sont énormément accrues ces 30 dernières années, et on se dit, il n'y a qu'à re-répartir. Mais les Français semblent ne pas se rendre compte que le problème de la France, bientôt, ou déjà, ça n'est pas un problème de redistribution, c'est un problème de production. C'est-à-dire qu'on a vu l'effondrement de notre système industriel, on a vu l'incapacité de la France, où elle s'était mise à produire des masques, à produire des médicaments. On a vu que les pays qui ont sacrifié leur industrie, comme la France, comme l'Angleterre, ont été placés dans une situation très difficile. Et donc, quand on est dans une situation de baisse du niveau de vie par baisse de la production de choses réelles, ce n'est pas en redistribuant qu'on va arranger les choses. C'est en organisant une économie par la protection, par le fait de recouvrer la souveraineté monétaire, par des investissements de l'État, par de la reconstruction industrielle, qu'on permettra aux jeunes, ou à de plus en plus de jeunes, d'avoir je dirais, c'est pas juste une question d'argent. En fait, je ne peux pas imaginer que les jeunes aient envie d'être entretenus et de toucher des chèques mensuels avec l'idée qu'ils ne servent à rien. Je veux dire, je ne sais pas, moi je me souviens, quand je touchais mon premier salaire, j'étais très content, je servais à quelque chose. Je m'excuse, je parle comme un vieux con, mais Non, mais juste. c'est Non, pas du l'avantage tout. c'est l'avantage de ces trucs où on est, je dirais, piraté intellectuellement chez soi, on dit ce qu'on pense. Et bien justement, Je Emmanuel, mens tout le temps, je ne veux pas dire que je mens tout le temps, mais on accueille Julien Rochereau qui a oui. une question pour toi. Julien, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Vous Nous, on m'entendez? t'entend bien, hein. Donc, tu Bonjour. peux y aller. Bonjour à Comme tous. c'est Bonjour drôle de voir les Emmanuel. gens apparaître tout d'un coup. Ah, c'est drôle, hein. Moi, j'ai une question qui va peut-être prendre un petit peu de temps à répondre, mais puisque le sujet du jour, ce sont les enfants et c'est l'avenir, est-ce que Emmanuel, vous pensez qu'il y a une chance de voir la fin, de voir s'inverser la tendance au déclin français? Et est-ce que nous, simples citoyens, nous avons un rôle à jouer là-dedans? Vaste question. Oui, c'est une question tellement énorme, parce que là, on était dans la description de tendances économiques inexorables, et puis j'arrive avec une proposition qu'Étienne avait qualifiée d'idéaliste réaliste, parce qu'il est poli. C'était bien ça, non? Idéaliste, mais réaliste. Oui, c'est ça. Et en fait, l'autre phase du système, c'est l'incapacité de la société à s'organiser et à produire des partis, des forces politiques qui demandent une autre orientation. Donc, par exemple, je pense que ce que j'évoquais, ce deal intergénérationnel que j'évoquais, qui est une très belle beauté logique et morale, je serais extrêmement étonné si les gens qui nous gouvernent avaient la capacité intellectuelle et morale de l'appliquer. Donc il faudrait des forces nouvelles, organisées, qui l'imposent. Et ce qui est frappant, c'est que la société semble tout à fait incapable de ça. Et les jeunes sont écrasés sur le marché du travail, mais finalement, dans leurs attitudes
je dirais, psychologiques et politiques, presque plus incapables de s'organiser que les gens de ma génération qui étaient favorisés. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'individualisme, de libertarisme implicite qui rend, pour moi, c'est une grande tristesse de voir les jeunes massacrés sur le marché du travail, mis en difficulté par les générations les plus âgées et qui n'ont pas en eux. Moi, je pense que l'un des problèmes, c'est que moi, ma génération, les générations d'après, c'est les générations autour de mai 68, qui ont découvert les idéaux libertaires, individualistes, etc. Et ces générations ont élevé des enfants qui ont finalement pris l'individualisme et le libertarisme non plus comme quelque chose d'acquis, mais comme une sorte de religion. Et donc, en fait, alors, la réponse est très simple, c'est que effectivement, dans les conditions actuelles, on imagine mal tout ce qu'on voit en France actuellement, c'est la montée d'un État autoritaire, puisqu'on est en crise, que le niveau de vie baisse, et une sorte je dirais, d'absorption du pouvoir par la haute administration, dans un état de désarroi et de désorganisation totale de la population, et particulièrement des jeunes générations. Mais évidemment, si on intègre le fait qu'on va vers une crise beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle forme va prendre la sortie de cette épidémie, ce qu'on peut prévoir, c'est une aggravation de toutes les conditions, et dans des conditions d'aggravation de la situation économique et sociale, alors là, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais là, je suis hors compétence. Hein. Je suis pas, et je ne voudrais pas avoir l'air de dire que plus ça va être pire, mieux ça ira. En fait, la vérité, c'est que la crise n'est pas encore assez violente. C'est-à-dire le niveau de souffrance n'est pas encore assez violent pour que les choses se réorganisent. Ça, c'est ce que tu disais il y a quelques années. Tu disais, au fond, on n'est pas arrivé à un degré d'appauvrissement pour que les jeunes, je dirais, se saisissent de la question et aient envie de renverser la table. Oui. On va voir là. À quand alors? Est-ce que c'est pas une question de démographie, ce que tu disais aussi? C'est-à-dire qu'au fond, les jeunes ne seront jamais assez nombreux. Ah non, parce que c'est pas. Je dirais qu'il y a la question. Il ne faut pas faire de démographisme. C'est-à-dire, je pense que le problème, il est beaucoup plus dans l'incapacité des jeunes générations à s'organiser, dans leur refus même de l'organisation. Je me souviens de mouvements comme Nuit debout, etc., ou même les Gilets jaunes, finalement, où il y avait des jeunes d'un autre type que les jeunes diplômés ou futurs diplômés qu'on empêche d'ailleurs de faire leurs études. Mais il y a, comment dire, c'est pas une question de nombre, le problème, c'est le passer à l'action. Parce que évidemment, à partir du moment où on passe à l'action, la force des personnes âgées, je ne voudrais pas avoir un discours anti-vieux non plus. Je me permets de rappeler, je suis un retraité, content d'être retraité. Vous voyez, je suis pas... Je veux pas être dans, je veux pas être dans le jeunisme ou dans l'anti-vieux. C'est pas du tout, c'est pas du tout mon, comment dire, mon état d'esprit. Mais la force des personnes âgées, paradoxalement, elle est dans un monde inerte sur le plan d'organisation politique, dans un univers de suffrage universel. La force des vieux, c'est leur bulletin de vote. Et donc, là, je vais dire des choses vraiment horribles. Hein. Des choses vraiment horribles. C'est des faits Covid. Mais pour moi, le seul bon argument contre la démocratie, c'est ce pouvoir du bulletin de vote des gens qui ne travaillent plus. Et tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. C'est ce que je veux dire. Et évidemment, dès qu'on se met à l'extérieur de ce système du bulletin de vote, etc., les jeunes sont tout à fait assez nombreux pour tout. Si on pense en termes de manifestation ou de militantisme effectif, le nombre de jeunes ou la proportion de jeunes par rapport à la population qui est capable de s'organiser, de s'agiter, est tout à fait suffisant. Il y a un autre domaine dans lequel les jeunes
peuvent être tout-puissants, et on le sent d'ailleurs, c'est dans les moyens de communication et je dirais, dans les technologies modernes auxquelles les vieux ne comprennent rien du tout. Vous voyez, une insurrection passant par Internet et des choses comme ça, une révolte au niveau de ces structures nouvelles, etc., mettrait les jeunes en situation je dirais, de domination absolue. Tu sous-entends qu'il pourrait y avoir une gilet jaunisation des jeunes, un printemps arabisation. Je veux dire, si les gens qui sont compétents en informatique se prennent pour des gilets jaunes, ça va trembler. C'est-à-dire qu'un encerclement informatique de l'Élysée me paraît beaucoup plus facile à réaliser qu'un encerclement par les Champs-Élysées. Physique, ouais. Il n'y a pas de flashball. Je suis en train de faire de la spéculation historique. C'est de la prospective. Tout ceci ne me concerne plus. Bon, on a une question de... Cela ne nous regarde pas. Myriam Zerkaoui. Les inconnus. Myriam Zerkaoui, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? On vous entend. Vous nous entendez aussi? Eh bien, très bien. Eh bien, on vous laisse poser votre question. Je vais poser une question dans le chat. Merci en tout cas. Moi, comme je le disais, je suis... bonjour Monsieur Todd et tout le monde. Bonjour. Je suis tous vos travaux depuis très longtemps et toutes les polémiques qui ont suivi. Et aujourd'hui, j'attendais avec impatience un peu le retour que vous pouviez en faire de cette crise. Et ce que je me demande, et on se demande tous, c'est comment la société va se transformer, mais concrètement. Avec l'enfermement qu'on a subi, il va se passer des choses dans les structures et je sais pas, dans les familles, et voilà, c'est une grande question. Et puis juste pour compléter, puis après j'arrête, on parlait des jeunes et des débats philosophiques qu'il peut y avoir avec les générations, les personnes âgées. Bon, moi, dans mon travail, je m'occupe des services civiques volontaires. Je fais beaucoup de formations civiques et citoyennes. Et du coup, on aborde ces questions-là sur comment ils ont vécu leur confinement, etc. Et tout de suite, on parle, ils n'osent pas le dire au départ, mais ils le disent souvent. Mais nous alors, est-ce que c'est possible qu'on continue à sacrifier, entre guillemets, parce qu'ils ne se plaignent pas toujours, pour sauver une partie de la population âgée? Il n'y a aucune question morale là-dedans, mais c'est quelque chose qui les anime beaucoup. Voilà, ça c'est mon expérience concrète locale. Merci Myriam. Je crois que face à la situation actuelle, sur le plan historique, sur le plan de la prospective, il faut être humble. C'est-à-dire qu'il y a tellement de variables nouvelles, incontrôlables, dont on n'a pas l'expérience dans l'histoire. Et pas seulement le Covid. C'est-à-dire, par exemple, des populations aussi âgées que celles qu'on a maintenant, et d'ailleurs en bonne partie vulnérables au Covid parce qu'âgées, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Donc, des structures d'âge comme ça, on n'en a jamais vu. Donc, ça n'est pas possible. On n'a aucun point de comparaison, de repère, de comparaison possible. Oui, moi, je suis habitué à faire des comparaisons. Vous prédisez les fondements du système soviétique sur la base d'une baisse de la fécondité, d'une hausse de la mortalité infantile. Tout ça, c'est des choses qui ont été observées ailleurs, à d'autres époques, dans d'autres endroits. Là, on est dans une sorte d'inconnu. Le niveau de désindustrialisation, la façon dont, avec la globalisation, les pays se sont spécialisés en termes d'activité pour, dans le cas de pays comme la France, l'Angleterre, arriver à sacrifier leur industrie. La résilience de l'industrie allemande, la surindustrialisation relative des pays d'Europe de l'Est, cette spécialisation, cette espèce de monde complètement dingue où les gens d'Occident se sont imaginés à un moment donné qu'ils allaient simplement pouvoir vivre en rentier du travail des Chinois. Et que pour l'éternité, le Parti communiste chinois allait trouver qu'un monde où les ouvriers chinois travaillent pour envoyer des biens dans les pays occidentaux pour nourrir retraités, chômeurs, etc., je veux dire,
c'est un monde de… Moi, je trouve qu'en termes de prédiction de science-fiction, ça va plutôt plus loin qu'Orwell et 1984. L'idée qu'on s'était imaginé qu'on pouvait délocaliser la classe ouvrière dans son ensemble. C'est un monde de dingue. Et le Covid lui-même, dont on ne sait pas très bien s'il apparaît parce qu'il fait partie de cette histoire des virus ou des micro-organismes qui est parallèle à celle des êtres humains, mais partiellement dépendante, si c'est un hasard ou si ça a un rapport avec la globalisation, avec la spécialisation des pays, on ne sait pas. Et actuellement, dans l'instant, les nouvelles du jour, c'est que on ne sait pas, on ne sait toujours pas à quel genre d'épidémie on fait face. C'est-à-dire que est-ce qu'on est dans une situation où ça y est, on a trouvé les vaccins et où il suffit de vacciner les gens pour repartir dans un monde censément normal, ou est-ce qu'en fait on est confronté à un virus qui mute sans arrêt et qui va rendre les vaccins périmés? Et donc, sur ce simple choix dichotomique, vous pouvez construire deux histoires différentes. C'est-à-dire que si la réalité, c'est qu'on a… Regardez, vous êtes dans un cas de figure, bon, ça va, les vaccins qui ont été conçus sont au point. Bon, je dirais qu'on est presque dans un monde normal. Le gouvernement français s'est ridiculisé, l'Europe s'est ridiculisée, les Anglais non, curieusement, puisqu'ils approchent des 20% de vaccinés. On en est où, nous, à 2%? Enfin bon, je dirais que c'est… On aura plus de morts inutiles sur le continent européen par suite de cette… Mais on en sortira. Et on peut s'imaginer que dans l'état de mollesse, des comportements, d'atomisation sociale, eh ben on repart pour 10 ans de délire et de baisse lente du niveau de vie. Moi, je ne sais pas, pourquoi pas. Hein, bon, mais d'un autre côté, si il s'avère qu'on est confronté à des variants anglais, sud-africains et je ne sais quoi, qui n'en finissent pas de muter et qui font qu'on ne peut pas sortir, eh ben, les sociétés vont être mises en état de rupture. Et simplement, la notion même de confinement, s'il n'y a pas de solution vaccinale, sera intenable. Et dans ce cas-là, eh ben, on va être confronté à des sociétés qui vont devoir, je dirais, sur le plan démographique, prendre leurs pertes, accepter, et j'en suis désolé pour moi-même, un sacrifice générationnel inversé. Mais au stade actuel, c'est juste impossible de dire. On ne sait pas. Et c'est un rebond de la question qui s'est pratiquement produit depuis qu'on a fait l'entretien, pour dire la vitesse des événements. C'est-à-dire, moi, je commence juste à me demander, mais qu'est-ce qui va se passer? On voit les Anglais, là, qui étaient si contents, qui ont eu une mortalité tout à fait extraordinaire, en fait, la pire d'Europe, en fait, mais qui quand même avaient aussi la stratégie vaccinale la plus audacieuse, la plus dynamique, qui était en elle-même le premier triomphe du Brexit, si on peut dire. On peut dire Brexit 1, Union européenne 0. Et là, en Angleterre, ils sont en train de se dire, mais est-ce que cette stratégie vaccinale va être suffisante? Est-ce qu'il y a encore un nouveau truc qui est sorti dans la journée en termes de… On ne peut pas écrire l'histoire. C'est… là, il faut… je dirais qu'en un sens, conjoncturellement, je crois que c'est la première fois depuis qu'on a ce gouvernement, ce président, qui est quand même vraiment mauvais. Moi, j'étais en train de me demander, j'étais arrivé à la conclusion qu'il y avait une cellule spéciale à l'Élysée pour faire toutes les erreurs depuis qu'il était là. Vous savez, une cellule spécialisée, comment mettre la France en folie avec les gilets jaunes, comment faire pour que la France n'ait pas de masque et de sécurité sanitaire minimale, rendre fous les Français, pour qu'on n'ait pas de vaccin. On se dit, mais c'est pas possible. Quand on a tout faux, c'est qu'il y a un esprit, une logique, une réflexion. Mais ces choses étant dites, quand même, là, ces derniers temps, j'ai vu qu'on reprochait à Macron et à son équipe d'hésiter. Mais je dirais que hésiter, là, est la première chose raisonnable qu'il fait. Hésiter pour Macron, c'est déjà bien. Il ne faut pas trop demander. Vous voyez, donc je veux dire, si Macron lui-même arrive à hésiter, les chercheurs aussi peuvent hésiter.
Ça paraît un minimum. Justement, on a eu beaucoup Je de ne sais pas questions. si j'ai répondu à votre question parce qu'en fait, j'ai répondu que je n'avais aucune idée de comment y répondre. J'imagine, hein, c'est Merci. normal, mais bon. Merci en tout cas, Myriam, pour votre question. Emmanuel, on a eu beaucoup de questions concernant ton futur ouvrage. Est-ce Oui, que je tu sais- sur le tome 2 de l'origine des systèmes familiaux et sur quel ouvrage travailles-tu en ce moment? C'est une question de Charles Houdan, mais il n'est pas le seul à nous l'avoir posé. Il y a aussi Cyriaque de Castelnau et d'autres. Voilà, alors, sur cette question, j'y travaille tout à fait, mais il change de forme. Alors, d'abord, il y a une chose que je fais, comment dire, quand on a. J'ai écrit 2 livres qui m'ont pris beaucoup de temps. L'invention de l'Europe m'a pris 6 ou 7 ans. Mhm. Le tome 1 de l'origine des systèmes familiaux a dû me prendre, avec des interruptions, une dizaine d'années. Et il est évident que planifier des ouvrages sur 10 ans à 69 ans en période de Covid, Ouais. d'accord? Non, bah, Non, mais quand tu es même. en très bonne santé, toi. Non, pas du tout. Mais je veux dire, c'est plus compliqué. Donc, d'un côté, je travaille dessus avec un projet légèrement modifié que je vais expliquer. De l'autre, dans les livres intermédiaires que je fais, Mhm. j'essaye souvent de glisser des éléments qui, de toute façon, relèveraient du tome 2. C'est-à-dire D'accord. que si on prend Où en sommes-nous, il y a de Mhm. longs développements sur les systèmes familiaux africains qui sont déjà un complément. De... Un était sur du tome l'Eurasie, 1. et donc j'ai montré que la distribution géographique et l'histoire probable des systèmes familiaux africains rentraient dans les cadres avec un pôle patrilinéaire à l'ouest, une diffusion vers l'est et le sud, voilà. Et dans le livre que je fais maintenant et qui est plus conjoncturel, il va y avoir des éléments comme ça. Donc je vais placer la situation des aborigènes australiens, respectivement à celle euh, des Indiens Shoshone du bassin intérieur des Rocheuses, dans l'évolution générale de l'humanité. Mais donc là, je suis en train de faire un livre plus, pas d'intervention, mais de réflexion sur ce qui se passe dans l'évolution des rapports entre les sexes. Mhm. C'est-à-dire, j'étais très frappé par l'émergence de ce que j'appelle un féminisme de ressentiment, en fait. C'est à la suite de MeToo et de Mhm. cela, et de quelque chose qui ressemble sans doute beaucoup à une vague de puritanisme, en fait. Et j'essaie de comprendre ça, mais et donc je suis en train d'écrire un livre, il devrait sortir à l'automne, hein, mais qui est devenu un projet de recherche. En fait, À j'ai l'automne, oublié le d'accord. présent. En fait, je m'en fous des rapports entre hommes et femmes dans le présent. Et c'est devenu euh, une sorte une autre lecture de l'histoire humaine, mais vue sous l'angle des rapports Et hommes-femmes. rapport aux femmes. Donc ça, je suis en train je suis en train de le boucler finalement. D'accord. Et puis après, si le Covid le permet, Ah, déjà, tu as... avec l'idée que je vais y avoir droit, hein. Donc, bon. Et je vais faire mon tome 2, mais le tome 2 sera un peu différent de ce qui était prévu. Je ne vais pas tout traiter, ce qui sera moins grave puisque j'aurai déjà dit des choses sur la etc. Je vais faire une relecture d'une chose que je n'avais pas assez étudiée dans le tome 1, qui était l'histoire profonde de l'Europe occidentale, sorte de long néolithique, etc., que je vais comparer systématiquement à l'histoire des systèmes familiaux dans les Amériques avant l'arrivée des Européens. Parce que, donc, dans deux. Voilà. Et ben oui, Eh bien, écoute, c'est si dit. j'ai le temps, je vais le faire et en utilisant dans les deux cas les nouvelles techniques de mesure de la mobilité des populations, que ce soit par l'archéogénétique, par le rapport des 2 isotopes du strontium dans les dents des squelettes laissés par les hommes préhistoriques, qui permettent de dire si le modèle de mouvement des populations était patrilocal ou matrilocal. C'est un domaine qui bouge très vite. C'est assez excitant, en fait. Assez fatigant, mais assez excitant. Non, mais je travaille. Hein. Non, C'est un mais rythme normal de travail. on n'en doute pas. Et, écoute, c'est un très beau teaser.
Mais il y a une sorte de… Je pense que je suis tiraillé entre ces recherches de fond sur ma vraie passion et qui ont en fait beaucoup avancé pendant le premier confinement, donc j'étais replié en Bretagne, et puis les sollicitations de la vie sociale et je dirais presque de la citoyenneté, puisqu'on est dans une crise qui se dramatise et qui épaissit chaque jour. Et c'est quand même très, très difficile de se refuser ou de résister à l'envie de comprendre ce qui se passe. Puisque une bonne partie de ce qui se passe, pour moi, n'a de sens que dans l'examen d'une très longue durée. Et puis actuellement, l'interaction des phénomènes économiques et des phénomènes anthropologiques, les mécaniques d'évolution économique, d'appauvrissement, de montée en puissance d'un nouveau type de féminisme, c'est quand même passionnant. L'histoire qui se fait, je veux dire, tout le monde rigole de Trump, mais Trump, c'est un phénomène historique passionnant, il n'y a rien à faire. Le conflit qui s'amorce entre la Chine et les États-Unis, c'est difficile en tant qu'historien de ne pas se dire mais où est-ce que ça nous mène. Donc il y a une sorte de tension. Je veux dire, les cimetières analytiques, c'est la sécurité. D'accord. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'examen de l'histoire très ancienne, très profonde, vous êtes tranquille en fait. Vous n'allez pas être embêté par les… Mais quand même, le présent… Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très bien, très bien. Moi, j'ai envie de te poser une petite question pour terminer en peu de temps. Trump, ça finit dans une espèce de scénario incroyable avec cette prise du Capitole. Est-ce que tu pourrais nous faire un bilan de Trump en, pas 2 minutes, évidemment, tu as un peu plus, mais allez, en haut, le temps que tu veux. Le temps que je veux. Alors, je commencerai par un truc très général. Et c'est qui m'est venu en discutant avec un copain, un journaliste japonais. Il y a un discours sur l'Amérique qui est de dire c'est affreux, il y a 2 cultures qui s'affrontent en Amérique. Les deux Amériques, oui. Ça. 2 Amériques, une guerre culturelle, etc. C'est affreux et évidemment on se place en posture d'Européens paisibles, civilisés, pas armés, etc. D'accord ? Et puis tout d'un coup, j'ai eu une sorte de flash historique et je me suis souvenu de ce qu'était la France entre 1880 et 1914. Il y avait 2 cultures. Il y avait la culture centrale, laïque, les gens n'allaient plus à la messe du tout, avec une baisse extrême de la fécondité. Et puis il y avait une culture périphérique catholique, et puis les gens se détestaient, ils étaient tous français quand même, ça aboutit à la loi de séparation de l'Église et de l'État, etc. Mais c'était juste la période culturellement et technologiquement la plus brillante de l'histoire de France. C'est l'époque où la France était numéro 1 en peinture, elle était dans le en littérature peut-être top 3 en littérature. Elle était l'un des 2 pays qui a inventé l'aviation et l'automobile, avec les États-Unis. Bon, dans le domaine, c'est terrible de le rappeler, mais dans le domaine biologique et de la vaccination, elle était numéro 1. Je reconnais que c'est plus ça. Et en plus, et d'ailleurs, à travers toutes ces divisions, c'était la grosse surprise de la guerre de 14, puisque comme tout le monde avait la vision d'une France anarchique, divisée et contradictoire, personne n'aurait imaginé que la France gagne la guerre de 14 et fasse la bataille de la Marne. Mais ça s'est produit. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais les États-Unis, ils sont en train évidemment de se haïr, mais ils existent en tant qu'Américains. Ils vivent. Je veux dire, c'est quand même eux qui ont fait Internet et la énième transformation du monde en termes de communication. Bon, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de morts que nous à cause du Covid, pas tellement plus en fait quand on regarde les chiffres, mais eux, ils sont capables d'organiser, d'inventer des vaccins et de vacciner à toute vitesse. Ils sont encore en situation de gens qui inventent l'avenir. Donc, c'est ça le point de départ. Et la haine féroce
qui peut exister entre Trump ou les républicains trumpisés et les démocrates, bon, c'est vrai que c'est un peu pénible à vivre, c'est une tension, mais au moins c'est une tension. Regardez ce qu'on vit nous. Je veux dire, nous, Castex à la télé, vous imaginez Castex à la télé qui arrive ou Véran, alors on est débarrassé de Salomon apparemment. Et puis, je veux dire, ce président, je veux dire, enfantin, qui a tout raté et que les journalistes continuent à traiter comme s'il était Jupiter, on nous met des photos, etc. Mais en fait, c'est nous qui sommes morts. Je veux dire, moi, je préférais 100 fois vivre dans une Amérique déchirée. Je pense que j'y serais d'ailleurs un démocrate de gauche, banalement, comme tout le monde dans ma famille, que dans cette espèce de France inerte où une administration centrale a pris le pouvoir et ne prend plus aucune décision sur rien, où on encaisse défaite sur défaite, défaite vaccinale, défaite industrielle, enfin, voilà. Donc en fait, les États-Unis, et en fait, je pense qu'une partie du problème qu'on a avec les États-Unis, c'est qu'on les interprète comme décadents, alors que peut-être que ce conflit assez violent est une renaissance. Alors, il y a des tas de trucs qui vont pas aux États-Unis. Il y a eu des hausses de la mortalité, il y a un niveau d'obésité de la population qui, à mon avis, est le frein à tout redécollage. En fait, on ne sait pas, mais il y a une immigration très qualifiée aux États-Unis. Il n'y a pas que les Latinos qui arrivent aux États-Unis. C'est aussi et bon, il y a ce conflit. Alors, on part de là. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est clair que l'establishment n'a pas pardonné à Trump sa vulgarité. Et c'est vrai qu'en un certain sens, Trump est insupportable. Et pour moi, il est insupportable, pas que pour sa vulgarité, mais il est insupportable pour son attitude vis-à-vis de l'Iran. Très spécifiquement, c'était vraiment stupide de se fixer sur l'Iran comme il a fait. Mais à part ça, sur deux choses fondamentales, il a juste eu raison et les démocrates le reconnaissent déjà. La première chose, c'est sur le protectionnisme. C'est-à-dire déjà le type qui s'occupe du commerce extérieur ou de je ne sais quoi, j'ai oublié son nom, je n'ai pas tellement suivi ces derniers temps, avec Biden, a expliqué que Trump avait raison sur la question du Buy American First. Et de toute façon, Trump lui-même, finalement, était dans une version radicalisée de choses qu'avait commencé à faire Obama. Donc il y a un axe de la politique américaine que Trump a maximisé, la nécessité du protectionnisme, et sur lequel il sera, je dirais, validé par l'histoire et par les démocrates. Et puis il y a un deuxième élément central que les démocrates ont déjà reconnu, mais déjà, je dirais, du vivant de Trump en tant que président, c'était la fixation sur la Chine comme le problème numéro un en géopolitique. Donc Trump a commencé en disant c'est le problème économique numéro un. C'est la concurrence chinoise qui fait baisser le nombre des emplois, le niveau, etc. Et ensuite, les géopoliticiens américains se sont rendus compte que c'était un peu plus général, qu'à force de faire les andouilles et de délocaliser, on avait donné à ce pays de 1,4 milliard d'habitants beaucoup des armes de la puissance. Et puis maintenant, ça nous revient à nous, parce que je dirais que même si on est loin, même s'il est évident que les Européens, si déjà ils arrivent à voter un plan de relance qui ne sera pas mis en application, ils ont donné tout ce qu'ils avaient sur le plan de l'action, c'est-à-dire une inaction habillée par un plan qui ne sera pas appliqué. Mais en fait, il y a une question morale. C'est-à-dire la Chine est un système totalitaire. C'est un système totalitaire. Et donc, il est impensable de ne pas... Donc, en fait, on va être forcé de reconnaître que Trump avait raison. Donc, nous avons tous une dette envers Trump, même si sa coupe de cheveux ne nous plaisait pas, même si son tweet ne nous plaisait pas. Et voilà. Alors, il y a la question du... Je réponds un peu longuement. Non, mais c'était très Alors, la vraie question, en fait, dans le débat sur Trump, pour moi, c'est cette question qui a dominé tous les débats récents, la question noire, la question du racisme aux États-Unis. Et là, je dirais que Trump s'est vraiment fait avoir. C'est vraiment... Mais
je ne sais pas si, compte tenu des obsessions raciales américaines, s'il pouvait faire autre chose que se faire avoir. Parce que si, on a déjà parlé, quand il est arrivé, Trump n'était pas anti-noir, il était anti-latino, en fait. Il voulait fermer le sud des États-Unis. Dans un contexte américain, ça me gêne de le dire, j'espère que les gens comprendront qu'il y a une part d'humour dans ce que je dis, mais être anti-latino plutôt qu'anti-noir dans un contexte américain, c'est déjà un progrès. C'est déjà, je veux dire, être hostile aux Indiens plutôt qu'aux Noirs, c'est déjà un progrès. Et en fait, ce qui s'est passé, je dirais que les démocrates ont réussi à remettre la question raciale au centre du débat. C'est-à-dire d'une façon parquement subtile et vicieuse, c'est-à-dire avec l'idée qu'il fallait défendre les Noirs. Mais l'attitude démocrate qui consiste à se... Alors c'est vrai que le Parti républicain était devenu un parti blanc, mais l'obstination des démocrates à se poser en défenseur des minorités raciales et particulièrement des Noirs a contribué à essentialiser les Noirs une fois de plus. Et je dirais que le racialisme du Parti démocrate, qui doit obtenir, je ne sais pas, 85% du vote noir, alors que maintenant, les Noirs ont des niveaux de vie assez différents, selon qu'ils sont dans les classes moyennes ou plus souvent dans les milieux populaires ou dans les milieux qui sont au chômage. C'est, je veux dire, c'est tout à fait insensé. Et je dirais que l'injustice ultime, c'est que la politique économique que menait Trump était particulièrement favorable aux Noirs, puisque le protectionnisme, c'est d'abord avantageux pour les gens qui sont dans l'industrie, avec des faibles qualifications et des choses comme ça. Et effectivement, d'ailleurs, l'économie allait très bien avant le Covid sous Trump. Les niveaux de pauvreté étaient tombés à des niveaux très très bas, jamais vus, particulièrement pour les Noirs. Alors, si les démocrates restent sur une politique économique de type Trump, ça va continuer et c'est bien. Mais si les démocrates revenaient à des conceptions libre-échangistes et remassacraient les Noirs sur le marché du travail après les avoir soi-disant défendus, eh ben, je dirais qu'ils seraient, au fond, on n'a pas à choisir, je ne suis pas citoyen américain, mais en un certain sens, largement aussi discutable moralement que Trump. Donc c'est compliqué. Compliqué, hein. En fait, ce n'est pas tellement compliqué quand on accepte de voir ce qui se passe. Ben écoute, merci. On a une toute dernière question parce qu'après on va reprendre l'antenne. C'est Charles Houdan et Cyriac qui te la posent également. Que pensez-vous d'une potentielle candidature d'Arnaud Montebourg à la prochaine élection présidentielle ? C'est le type le plus civilisé, c'est le seul candidat décent au stade actuel. D'accord. C'est un candidat, je dirais, qui pose les problèmes en termes économiques et qui a une pensée économique. L'une des choses qui m'a le plus frappé dans les contacts personnels que j'ai pu avoir avec Montebourg, c'est pas l'impression qu'il donne en fait, hein, mais c'est un type qui a une pensée extrêmement structurée et une pensée autonome sur les questions économiques. Sur la question du protectionnisme, il est arrivé à des conclusions tout seul. Et il est le seul. Donc, finalement, ce qu'on pourrait espérer, je veux dire, nous sommes dans un monde de rêves. Hein. Alors, je vous donne mes bases méthodologiques. Les bases méthodologiques m'ont été données par ma mère, qui était publicitaire et qui se définissait comme la reine des lessives. Elle me disait, pourquoi reine des lessives ? Parce que les lessives, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'elles sont toutes pareilles. Alors, c'est quoi les lessives en ce moment ? C'est les candidats islamophobes. C'est-à-dire que c'est la course, c'est une sorte de course vers la droite pour se fixer sur la question musulmane. Donc, il y a le Rassemblement national qui a son fonds de commerce, et puis il y a maintenant la loi sur le séparatisme et les macronistes qui essayent de prendre ce qu'ils peuvent de voix, pas tellement au Front national, mais à la droite dite républicaine. Et là, le problème, alors chez les intellectuels, c'est un peu pareil, hein, il y a une grosse concurrence pour défendre la laïcité. Alors,
peut-être que tous ces gens ont raison. Moi je n'en suis pas. Hein. Mais d'un autre côté, ça crée une concurrence désastreuse. Ça fait beaucoup de gens sur le même créneau. Et compte tenu du seuil qu'il faut atteindre pour arriver au deuxième tour des présidentielles, eh ben, le candidat qui arrivera à exprimer le fait que la priorité pour la France, c'est de débloquer l'économie et la société, là je parle de Montebourg en fait, ben, face à la pulvérisation des voix des obsédés de l'ethnicité et de la religion en face, il a toutes ses chances. Et ben voilà. Je pense que je voterai pour lui. Bon, bah écoute. Je ne sais pas si les gens n'avaient pas compris. Je précise. Si, bah, ils ont bien compris. Ben écoute, Emmanuel, merci. On va en rester là pour aujourd'hui. On arrive déjà à 1 heure d'entretien. On te souhaite le meilleur pour cette fin de confinement qui devrait bien, enfin cette fin de période de couvre-feu. Et puis, on invite tout le monde à te lire dans cet entretien qui est encore en kiosque jusque vendredi. Ça s'appelle Enquête sur l'état de nos enfants, comment leur reconstruire un avenir avec Emmanuel Todd. C'est en 2 pages, c'est réalisé par toi, Franck. Merci. Et on se dit à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Merci à tout le monde. Hein. Je vous vois pas, mais je suis très reconnaissant, même si c'est un peu abstrait là. Bah, écoute, ils sont beaucoup. Regardez, ils sont beaucoup. Reconnaissant et terrorisé parce que quand même l'idée que tant qu'on voit pas vous regarde, c'est dur. Hein. Ouais, c'est comme ça. Hein, oui. C'est comme à la télé au final que tu t'en as fait. Oui, mais là ils me regardent chez moi. Ouais. Bon bah écoute. En fait, c'est pire. Il n'y a que ta bibliothèque, c'est inspirant. Ouais. Bon, bah merci, on te laisse finir ton verre de rouge. Bon, allez. À votre santé. Salut à tous.